L'Empire achève le parcours de la répétition anthropique du système de la parenté originelle. Il y a la perte totale de la nécessité originelle, de l'ontologie, du sens, du partage. L'entropie se fait radicale, finale. Le vieux monde atteint son ultime réalisation. L'impasse d'un pouvoir absolu, centralisé, tyrannique, qui n'a d'avenir que sa décomposition. La maximale extension territoriale est aussi la maximale réduction de la compréhension. C'est alors un double effacement du sens. Le processus de décomposition lui-même atteint le principe même de sa reproduction, celle de son origine, de point, le clan. La nouvelle et ultime guerre civile du même peut alors s'accomplir, mais cette fois c'est celle du clanisme, du principe originel et jusqu'alors support du système de la parenté. L'ultime développement du vieux monde consiste à se retourner sur soi-même pour se détruire lui-même, sur lui-même, pour se détruire lui-même. Il s'achève par l'autodestruction. La mixité, clan, embryon de classe, est devenue normative de la cité antique, autorise tout un système d'alliances opportunistes. Le choix se substitue à l'obligation originelle de l'échange, un certain choix. Les familles issues de ces nouveaux critères pragmatiques, synthèse du clan et de l'embryon de classe, constituent elles aussi de nouvelles alliances. Il en résulte une mutation fondamentale de la civilité, une démocratisation, entre guillemets, qui paradoxalement impose une nouvelle hiérarchisation sociale. Tout un nouveau pouvoir peut être défini comme étant celui d'une caste. Celle-ci est une oligarchie démocratique fondée à partir des réseaux du développement, économique et politique, d'abord diffuse, sans appareil institutionnel, et qui se développe essentiellement par les alliances matrimoniales. Cette caste tend à une situation d'arbitrage des deux pouvoirs dont elle est issue. Parenthèse, classe et embryon de classe. Mais il ne s'agit là que d'une première approche du changement. C'est un constat interne à la cité qui, certes, doit être proposé en tant que tel, mais qui s'avère n'être que la conséquence du développement mondial des cités. La nouvelle caste, non seulement arbitre les deux pouvoirs de la cité, mais encore et surtout tend à monopoliser les affaires étrangères, entre guillemets, l'ensemble des relations avec les autres cités. Ce relationnel est celui de la concurrence, laquelle ne peut qu'en venir à la guerre civile entre les cités, moment logique du système du développement par la guerre, déjà défini plus haut. Alors se confondent l'expansion économique, le grand commerce essentiellement, et la conquête guerrière. La guerre exterministe à des fins de pillage et de mise en esclavage, accumulation primitive, se complique en guerre de conquête des conditions géopolitiques du monopole des échanges. C'est la nouvelle caste qui organise et contrôle ce système militaro-économique. Elle dispose des moyens financiers et politiques. Quand elle ne participe pas directement à l'appareil décisionnel et institutionnel de la cité, elle peut, par ses réseaux, manipuler les pouvoirs archaïques et, par ses moyens financiers, se rendre nécessaire au fonctionnement de cette cité, à son salut, à son impérialisme. C'est le fondement de son pouvoir sur les autres pouvoirs, clans, classes, de la cité. Mais c'est bien la victoire, ce fondement de l'économie politique primitive et antique, qui décide du commun commencement et développement réciproque de l'Empire, de l'économie politique, du pouvoir de caste, et qui leur confère la légitimité de la victoire. Ce moment du développement, la victoire d'une cité sur une autre cité, est celui de la nécessité de l'universalité, de son cheminement matériel, phénoménologique. C'est l'accession du mode de production esclavagiste à sa forme suprême, l'économie monopoliste d'empire. Alors, la soumission définitive à la caste de la victoire, du pouvoir de clan et du pouvoir de classe. Cette conquête du pouvoir de la cité-empire se développe comme un extraordinaire scénario, qui n'est autre que celui des contorsions du système de la parenté, si l'on peut encore désigner celui-ci comme un système. Ce scénario a tout d'abord le mérite de révéler tout ce que l'historien traditionnel doit ignorer et même occulter pour construire l'idéologie historiciste et historienne. Mais il permet surtout de reconstituer la trame d'un pathos matriciel qui n'est autre que celui de la phénoménologie. Expression, dans le relationnel familial, de la nécessité de l'histoire, la catégorisation, alors, de la sensibilité selon le conflictuel immanent à cette histoire. La logique de ce pathos surdétermine tous les autres. En particulier celui du psychosociologique conditionné par l'Oedipe,
par la seule référence aux catégories freudiennes. Celles-ci peuvent être effectivement reconnues, mais comme l'expression dernière de la phénoménologie. Ce pathos matriciel présente une tonalité machiavélique et même objective, tellement sa trame, par elle-même, permet les manipulations, les reniements, les retournements des stratégies de la conquête du pouvoir, de l'empire et même du pouvoir impérial. Tout un ensemble de comportements familiaux et sociaux, bien au-delà du psychosociologique, obscurs et insoupçonnés, pourrait être constitué à partir du déploiement de ce canevas. On pourrait faire apparaître toute une réalité cachée, celle qui est interdite par la création et l'usage du freudisme, lequel doit empêcher la connaissance phénoménologique et proposer à sa place un imaginaire gnoséologique et pratique, habilité par le pouvoir de classe. Ici, on s'en tiendra à la seule reconstitution de la trame du système de la parenté qui accède au pouvoir d'empire. On pourrait énoncer ce projet d'une manière ironique. 2 points. Comment un citoyen bien né, d'une famille déjà bien placée, clan, classe, caste, se retrouve-t-il pouvoir d'empire, pouvoir de l'empereur, en suivant le guide, en se servant essentiellement du système de la parenté? Le moment le plus favorable pour cette conquête du pouvoir est bien celui de l'apogée de la cité. Nous avons déjà proposé ces 2 conditions. 2 points. L'accession d'une caste à l'hégémonie dans la cité, et la victoire de cette cité sur les autres cités. L'identification de ces 2 processus entraîne un changement de mentalité, une nouvelle civilité commune au peuple et à l'élite, un consensus. Il faut une nouvelle gestion politique qui corresponde à la nouvelle économie politique. Celle-ci ne fait que ratifier la victoire et organiser l'expansion rendue possible. Le pouvoir se fait donc centralisateur et autoritariste. C'est qu'il s'est imposé à l'intérieur de la cité, aux 2 pouvoirs fondateurs, clan et classe, et à l'extérieur, aux autres cités. Ce sont les 2 conditions qui permettent l'impérialisme, l'engendrement réciproque de l'expansionnisme économique et de l'empire. Le pouvoir fort, tyrannique, est une nécessité du développement, celui du vieux monde. Et cela d'autant plus que la division de la cité, clan, classe, caste, réseau, tend alors à se faire maximale, et pourrait même remettre en question l'existence de cette cité. L'apogée de la cité est une situation bien paradoxale, un moment décisif, et bien méconnu de la phénoménologie. Cette division de la cité est récupérée, utilisée par la stratégie du pouvoir. Alors qu'elle est menacée de décomposition de la cité, alors qu'elle est une menace de décomposition de la cité, elle permet, la division de la cité, la recomposition, mais de l'empire. Il s'agit là d'un processus logique et dialectique que nous retrouvons, et qui constitue une loi généalogique. Dans un ensemble constitué, le pouvoir peut se décomposer jusqu'à atteindre l'atome de base, la cellule politique et économique, lequel, à partir du pouvoir qui lui a été conféré et grâce à ce pouvoir, reconstitue toute la hiérarchie d'un nouveau pouvoir. La cellule de base sert de pivot, elle permet le passage d'un pouvoir superstructural, surajouté, imposé, aux atomes de base du socius, pour que ceux-ci produisent la superstructure qui est spécifique à leur production. Ainsi se constituera la féodalité. Ce cheminement du pouvoir n'est autre que celui du chef de famille, personnage majeur de l'Antiquité. C'est le parcours d'une intentionnalité qui se renouvelle, de génération en génération, la révélation d'un inconscient collectif. Cette stratégie inconsciente du chef de famille doit accomplir la nécessité. 2 points. Le développement total du pouvoir apporté par le développement complet du système de la parenté. Ce chef de famille est à l'intersection de la dynamique descendante et de la dynamique remontante. Il est tout d'abord médiateur entre le tribalisme et la citoyenneté. Il est le passage obligé du pouvoir de la décomposition à celui de la recomposition. L'atomisation du clanisme déplace le pouvoir collectif originel pour en faire le pouvoir personnel de celui qui reprend à son compte une autorité défaillante. Ce nouveau pouvoir se développe selon la croissance de la cité. Il peut apparaître comme démocratique, l'égalité des chefs de famille, pour glisser du pouvoir personnel au pouvoir personnel de la tyrannie d'État. Il faut reconstituer tout le parcours du pouvoir, car ce n'est qu'en sa totalité, dans sa complétude, qu'une famille devient grande famille, pouvoir d'empire. Ce pouvoir est une affaire de logique. Il ne relève pas d'un coup de force.
de l'intrusion d'un corps étranger, de circonstances hasardeuses. La manifestation purement événementielle, politicienne, celle des grands hommes d'État ou de bataille, ne fait que cacher son cheminement logique. Le plus fort est le plus logique. Cet opportunisme logique, si l'on peut dire, peut bien être celui d'une grande famille qui, en raccourci, en contraction, saute bien des séquences, par la victoire par exemple, du développement. Mais il est surtout celui de l'enchaînement complet de ces séquences, de toutes les péripéties qui font les grandes dynasties. Le chef de famille, celui qui fait de la grande famille, récupère donc tout d'abord le processus de décomposition du pouvoir originel, tribalisme clanique. C'est dans une filiation déjà acquise, une dynastie même, que ce chef de famille, de génération en génération, personnalise le système de la parenté. Il reprend et achève l'atomisation du pouvoir en privatisant les trois pouvoirs, classe, caste, qui l'ont constitué. Il les récupère en se faisant le conservateur et même l'ultime instance du religieux et de la prêtrise, de leurs formes sociales, de leurs rites et symboles. Alors, à partir de ces assises, la dynamique montante, celle de l'acquisition d'un autre pouvoir du chef de famille, peut se déployer. Ce chef a fait du mariage l'instrument du pouvoir. Il va permettre la conquête d'un nouveau pouvoir qui permet une autre hiérarchie de classe. Mais il faut tout d'abord faire apparaître le rôle essentiel, mais bien méconnu, de ce mariage. Il est le moyen de la paix civile. À ce moment de l'apogée, qui est aussi la dégénérescence du clanisme et le conflictuel des trois pouvoirs, la guerre civile du même, de la cité, est une latence qui n'attend que l'occasion de s'actualiser. Le mariage est alors le meilleur moyen de la conciliation des intérêts divergents et du renforcement des intérêts convergents. Le mariage est pacificateur. C'est sa vertu civique. Cette détermination est bien sûr oubliée par ceux qui critiquent le mariage. Mais l'autre rôle du mariage est surdéterminant, encore plus révélateur de la cité antique. Si le chef de famille se fait chef, c'est pour imposer ce qui devient régime matrimonial d'impératif catégorique. L'alliance des familles par le mariage arrangé, plus ou moins imposé à la femme et au mari. Ce mariage, se répétant de génération en génération, produit des dynasties familiales. Il achève la mise en place de l'économie politique de la cité antique. Ce mariage, celle d'avant l'économie politique. Oui. Ce mariage a valeur de marché. Il permet de négocier les valeurs économiques et politiques. C'est que la raison profonde des alliances est d'être des associations de biens, comme celle des filiations, et d'être accumulation du capital. Le mariage sert de monnaie d'échange. Il tend même à substituer sa valeur à celle de l'échange économique. L'échange n'est plus celui de l'archaïque, de l'équivalence monstrueuse de l'être humain et de la chose matérielle. Une femme contre des chèvres, par exemple. Il est devenu l'alliance d'un homme de la cité et d'une femme de la cité. Contrat social entre personnes qui permet d'accumuler le capital et de le transmettre. Cette mercantilisation du mariage, liquidation de son caractère sacré, accomplit l'économie politique du vieux monde. Un ensemble est acquis. L'accumulation primitive gagnée par l'esclavagisme est placée dans le système de la parenté, redistribution qui permet de faire fructifier le capital et de l'accumuler. Cette économie primitive détermine l'organisation sociale. Les alliances matrimoniales organisent la hiérarchie sociale. Les familles émergentes sont celles qui réalisent au mieux le mode de production esclavagiste, la logique du système. Les autres familles prennent place dans la hiérarchie descendante, résidu clanique, laissé pour compte de la croissance. C'est le chef de famille qui a mission historique d'ordonner ce nouvel ensemble, le passage à l'Empire. C'est qu'il dispose des pleins pouvoirs. C'est l'ère de la tyrannie. Celle-ci est d'abord familiale. La décomposition du clanisme originel a laissé ce chef de famille dépositaire de son pouvoir. L'atomisation en famille amène le chef de famille, qui ne peut guère se justifier par le haut, à s'imposer par le bas, par son autorité sur sa femme et ses enfants. C'est l'origine de la tyrannie domestique, celle qui commande le mariage arrangé. Le cheminement vers l'Empire sera le passage de ce despotisme à la tyrannie d'État. Il n'y a pas de hiatus entre les deux. C'est dans la continuité que s'opère le passage. La tyrannie est la forme de sociabilité qui se constitue au moment de la guerre civile du même, celui du passage de la cité à l'Empire. Cette guerre est celle des cités entre elles et décomposition maximale de la cité. Affrontement maximal des trois pouvoirs.
Alors l'explosion du pouvoir et son atomisation en grande famille. Pour résister, le chef de famille, comme sur un champ de bataille, doit mener un combat qui nécessite le commandement autoritaire. Le tyrannique est une nécessité d'ordre historique et dialectique. On ne peut le réduire à un personnage, à un règne, à un caractère. C'est une dimension relationnelle obligée, comme le mariage arrangé, qui n'est que le soubassement du tyrannique, un moyen certes essentiel. Mais la forme tyrannique, en son extension et compréhension, se développe bien au-delà de la stratégie maritale. C'est toute la superstructure de la cité antique, au moment de son passage à l'Empire, qui s'édifie d'une façon despotique. La hiérarchie de classe, elle-même, se reconstitue selon cet autoritarisme à partir de la contrainte généralisée du mariage arrangé. Paradoxalement, le tyrannique peut apparaître comme démocratique si on le compare au collectivisme totalitaire du tribalisme clanique. Il se développe selon l'égalitarisme des chefs de famille et dans la liberté, combien relative, de l'entreprise. On peut même dire que ce tyrannique engendre une liberté qui n'avait jamais existé dans la tribu, et le clan, puisque soumis au totalitarisme des totems. Certes, c'est une liberté à la Créon, qui aménage ses allées du pouvoir dans le tissu même de la socialité du clan et de la cité. C'est un embryon de société civile, celle que la tyrannie impose. Alors, clan, parentèle, lignage, classe sociale, embryonnaire, famille, réseau deviennent les moyens du pouvoir tyrannique, servent de support aux alliances de l'ascendance. Après les manipulations familiales de la première décomposition-recomposition, celle de la rupture fondamentale avec le clan et la tribu, celle de la première hiérarchisation de classe, l'atomisation relative permet à la tyrannie d'origine domestique de pénétrer au plus intime du tissu social. Après la décomposition du relationnel, une micro-sociabilité permet d'aménager un espace de liberté, celui que la tyrannie utilise comme moyen pour en venir à ses fins. Cette liberté n'est autre, alors, que celle de l'arrivisme et de l'intrigue, de l'opportunisme généralisé. C'est à partir des fragments de parenté que s'organise la vie publique comme la vie privée. Ils servent de support, de référence, d'acquisition à la stratégie inconsciente du tyrannique. Ils permettent les départs dans la vie, les arrivées, les projets ou cadres de vie. À ce moment, celui de la guerre civile du même, le tyrannique, À ce moment, celui de la guerre civile du même, le tyrannique fonctionne selon une grande liberté d'expression et se généralise comme mode de vie. Quel paradoxe, deux points. Le tyrannique comme processus de création de la liberté. La loi d'Airain est bien la conquête du pouvoir, mais avec une extraordinaire liberté de moyens. Clan, classe, lignage, caste, famille, réseau. Et alors avec une non moins extraordinaire créativité de comportement. Aussi faut-il repenser la relation entre tyrannie et démocratie. Elle est toujours pensée comme antagonisme radical. Les deux ordres seraient irréductibles. Tout au contraire, nous constatons leur engendrement réciproque. Le tyrannique se développe en créant l'espace de la liberté. Cette dernière n'est que la conséquence de la tyrannie. Aussi faut-il corriger les termes de la problématique politique. Le tyran n'est que l'émanation d'une société tyrannique. Il n'est que la ratification finale d'un processus. Ce n'est pas un accident, une prise de pouvoir subversive empêchant la démocratie. Dans une société tyrannique, le pouvoir ne peut être que celui du tyran lui-même, l'empereur. La course au pouvoir tyrannique s'organise selon cette loi. Deux points. C'est le plus tyrannique qui l'emporte. C'est la famille qui a le plus tyrannisé, mais qui sait aussi le plus tyranniser. Il faut cette double détermination, extérieure et intime. Alors, l'accès au pouvoir personnel, le chef de famille devenant le chef politique, le despote familial se réalisant au sommet de l'État. La famille qui sera impériale est la plus performante, celle qui accomplit à la perfection la logique du parcours, deux points, décomposition, recomposition, déclin et ascendance, atomisation et alliance. Cette famille, ayant tout vécu en sa maximalité, les mutations comme la continuité dynastique, expérimente le pathos maximal, celui qui devient représentatif, exemplaire, celui de l'accès au pouvoir suprême personnel. C'est le théâtre qui a exposé cette thématique avec force. Nous voulons la proposer en termes de phénoménologie, comme cheminement dialectique et historique d'une fatalité. Toute une stratégie maritale permet l'ultime accès au pouvoir personnel, despotique. Elle s'accomplit en deux étapes. Celle de l'opportunisme autorisé par la décomposition du système de la parenté. Le futur tyran d'État doit d'abord faire peau neuve,
c'est qu'il doit éloigner, écarter, liquider les supports familiaux qui lui ont permis de devenir chef de famille et d'une grande famille. Il s'agit de ses appartenances de clan, de classe, de caste, de parentèle, de lignage, de réseau, des modalités de la décomposition du tribalisme clanique. Pour se débarrasser de ces supports, il use de la répudiation, de la mise à l'écart de sa femme, de son éloignement, de son exil. Il se libère ainsi de tout son passé, annulant toute obligation de l'alliance qui, pourtant, l'a porté au pouvoir. En un second moment, le candidat tyran se remarie. Il s'allie à un nouveau système parental, à une autre grande famille, nous le verrons pour le roi Marc, à un autre royaume. Il peut ainsi, par ce nouveau pouvoir, tenir en respect le pouvoir répudié, mais il peut aussi tenir en respect, par le pouvoir déjà acquis, ce nouveau pouvoir. Il crée ainsi un fabuleux espace stratégique qui est l'émanation des deux pouvoirs, qui peuvent disparaître lorsqu'il apparaît comme lieu de synthèse, de dépassement. Ils le doivent même, pour que cette synthèse se fasse opérationnelle, pour que la grande famille progresse encore dans la nouvelle constitution du pouvoir, pour en venir à la centralisation maximale, celle dont la concentration autorise la toute-puissance de l'Empire. À leur place, au fur et à mesure de leur effacement, le candidat tyran met en place son réseau personnel d'alliances secrètes et de promesses alléchantes. À ce jeu d'éloignement et même de liquidation progressive des alliances qui pourtant l'ont porté au pouvoir, et de la redistribution de leur pouvoir, la famille élargie du tribalisme clanique se réduit de plus en plus pour n'être plus que la famille mononucléaire, triangulaire. Père, mère, fils. C'est le surgissement d'un nouveau pouvoir, celui de l'interdépendance de ces trois composantes, d'un ensemble politique qui n'est autre que la réalisation de la famille, qui se met hors de portée de tous les autres pouvoirs, qui est l'achèvement du système de la parenté originelle et commencement de la dynastie d'empire. Cette famille, elle seule, dispose des trois termes qui constituent le pouvoir d'empire. Cette famille se constitue du chef de famille, qui apporte tout un système d'accumulation, de concentration du pouvoir, de sa femme, qui apporte l'alliance suprême, celle qui manquait encore, qui achève l'unification des pouvoirs issus de la tribu et de la cité, alliance qui sera, en sa perfection, mythique, celle des royaumes du roi Marc et d'Iseux, du fils aîné, qui reprend et achève l'œuvre du père, qui par la répétition la pérennise. On peut faire apparaître, alors, l'entropie suprême du vieux monde, l'ultime dérive du système de la parenté, celui du tribalisme clanique. C'est une autodestruction qui peut en venir même à la criminalité. L'endogamie se clôt sur elle-même. C'est que la guerre civile du même est inextinguible. Elle se poursuit et se reporte dans la famille triangulaire, cette condensation du pouvoir dans le plus petit nombre, celle du tripartisme et dans la plus grande interdépendance. Cette quasi-indivision déterminée par la généalogie du pouvoir est encore bien loin du pouvoir absolu, alors rendu possible. Tout un parcours reste à faire. Le pouvoir absolu doit se gagner sur cette autre soi-même qu'est la famille. Faire des liens de l'alliance et de ceux de la filiation. Cela peut commencer par une méfiance défensive, a priori, défense de sa part de pouvoir. Elle s'installe, devient surveillance despotique. Elle apparaît alors comme légitime. Le tyrannique, parce que tyrannique, est le règne du soupçon généralisé, et légitime. La paranoïa doit se fonder sur le droit familial, domestique. Le tyran prétend défendre la famille, son devoir est de prévenir la faute. Mais l'imaginaire de ce tyran est celui du complot. C'est un imaginaire objectif, la méfiance défensive s'articulant sur une réalité circonstancielle. La menace est bien réelle, celle des forces extérieures, d'opposition au tyrannique, qui passerait à l'acte. Mais le pouvoir étant au tripartisme généalogique et une quasi-indivision, mais le pouvoir étant un tripartisme généalogique et une quasi-indivision, cette subversion ne peut être réalisable que par l'irresponsabilité, la manipulation, la défaillance, la connivence, la complicité de sa femme ou de son fils. C'est un délire encore objectif. Il ne fait qu'exprimer la réalité. Il est la lucidité même. La pathologie est même d'être trop lucide et de faire, par une potentialité évidente, une certitude absolue. La paranoïa objective s'installe lorsqu'une virtualité probable est interprétée comme une fatalité. Toute une dynamique du pouvoir peut alors s'achever par la monstruosité, celle de l'univers familial de XXX. Censuré, tu n'avais pas le droit de mettre le nom du... Oui, c'était effectivement... Bon,
dynastie du pouvoir peut alors s'achever par la monstruosité, celle de l'univers familial, de... Voilà. Le pouvoir est celui du passage à l'acte, de la criminalité, de l'élimination physique, de la destruction de la famille et de soi-même. Le pouvoir tyrannique est une machine à faire le vide. C'est le pouvoir du même qui s'est vidé de l'autre, et du même. Cette mortelle solitude du non-être est l'ultime renfermement paranoïaque, logique et naturel, la guerre civile se reportant dans la conscience, conscience affolée par la culpabilité et qui trouve, dans l'abus du pouvoir, le moyen de vérifier son impunité. Il est une autre voie de l'extinction du système de la parenté, issue du tribalisme clanique, de la fin du renfermement endocamique. C'est l'inceste, celui des plus proches parents, celui du frère et de la sœur, Égypte, entre parenthèses. L'échange est alors le plus pur, entre guillemets, car pure consanguinité. C'est le dernier rétrécissement de cette peau de chagrin qu'est devenue l'endogamie monogamique. Le couple est celui de l'échange de l'identique, du même et du même, la filiation devenant aussi le même. Le même est définitivement mort à l'autre, proclamation tautologique et mortifère. Dans les deux cas, la réciprocité originelle de l'endogamie et de l'exogamie, du même et de l'autre, est totalement effacée, anéantie. À la place de cet échange, son contraire absolu, le pouvoir absolu d'un chef de famille qui devient tyran, empereur, pharaon. L'élément de base qui est le pater familial jusqu'au despote tout en haut de l'État, en fait, il semblerait que, d'après Kouskar, donc cet opérateur qui est le tyrannique serait censé circuler. Donc, ceci dit, effectivement, au vu de ce que nous on a, c'est vrai que dans notre imaginaire sur l'histoire romaine, c'est vrai que tous les empereurs qui défilent un peu dans notre tête, c'est vrai que c'est souvent des tyrans, Caligula, Néron, etc., etc. Donc c'est vrai que à la fois c'est une réalité quand même qu'on peut constater, quoi. Le pater familial, oui, effectivement, c'est connu qu'il était... qu'ils n'étaient pas à attendre, hein, voilà. Alors de là à en faire une circulation de l'un à l'autre, pourquoi pas, je ne sais pas. C'est assez... c'est séduisant, mais bon, je ne sais pas si ça peut effectivement être... si c'est vraiment démontré, je ne sais pas. Ceci dit, bon, sur le fait est que effectivement c'est très centré sur le système de la parenté, donc, et peut-être pas assez donc, sur la production. Il y a quand même un petit passage là où il parle effectivement de l'articulation entre les deux, donc page 236, il parle du mariage arrangé. Mariage arrangé, qui d'ailleurs est apparemment un autre vecteur quoi, de cette recomposition de l'ascendance du système de la parenté dans l'Empire. Et donc là, page 236, il dit notamment cette mercantilisation du mariage, liquidation de son caractère sacré par le mariage arrangé, accomplit l'économie politique du vieux monde. Un ensemble est acquis, alors, donc ça c'est avant, c'est l'accumulation primitive gagnée par l'esclavagisme est placée, alors à ce moment-là, dans le système de la parenté. C'est-à-dire que tout ce qui avait été accumulé dans l'esclavagisme, apparemment, fructifierait dans le système de la parenté des alliances tel que Kouskar le décrit. Quoi. Bon. Redistribution qui permet de faire fructifier le capital, de l'accumuler. Donc il y a une articulation entre les deux, mais c'est vrai que bon là, pour le coup, c'est vrai que c'est assez centré sur le système de la parenté en tant qu'interprétation de ces périodes-là. Bon. Est-ce que l'esclavage a un système de parenté toujours esclave? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un fils d'esclave reste dans le patrimoine? Normalement, même un esclave, enfin ça dépend je crois, mais un esclave justement c'est celui qui ne peut pas avoir d'enfant normalement. Ah bon? Ouais. Enfin, il y a plusieurs types d'esclaves, mais je sais qu'il y a des types d'esclavagisme où justement tu es privé de ton droit
de former une famille, etc., d'avoir une filiation. Il y a des systèmes esclavagistes qui étaient comme ça. C'est ça la définition. C'est pour ça qu'il y avait des perditions d'ailleurs, parce qu'après il fallait aller plus loin, chercher des esclaves. Ah oui, même sous l'Empire romain, les esclaves étaient... Ah ben ça dépend des époques, hein, parce qu'après, justement, les Romains, ils permettaient l'affranchissement aussi, il y avait quand même des systèmes de croissance de l'Empire et qui étaient... il y avait un système d'intégration, mais ça c'était plus tard, je crois. Hein, c'est-à-dire que le droit romain, il a changé, par exemple. Hein. Au départ, c'était un droit romain autochtone, et justement, il est devenu laïque, il s'est affranchi de son côté autochtone, de sa religion romaine, pour pouvoir aussi, justement, traiter les affranchis, qui n'étaient pas romains de souche, qui ne comprenaient pas forcément la religion romaine, etc., puissent aussi participer à la vie sociale, régler leurs conflits, parce que du coup, le droit romain était laïcisé, il était plus compréhensible par tous, et pas seulement par les Romains plus originels, on va dire. Oui. Voilà, donc effectivement, c'est des passages qui font la part belle à ce système apparenté, peut-être effectivement au détriment de la logique de la production sur ces passages-là, qui est assez peu abordé, de manière très marginale. Oui. On a l'impression qu'il y a un recentrage sur un sujet individuel, que ça devient avec la famille atomisée, quoi, presque, avec un seul enfant, parce que du coup, c'est l'aîné, mais alors l'aîné, ça marche, enfin, le principe des aînés, ça marche en Allemagne, mais pas, enfin, ici, il n'y a pas de privilégié sur l'aîné depuis longtemps. Oui, je sais pas, il en parle un petit peu. Quand tu vois qu'il parle de la famille mononucléaire, avec un aîné, il parle de... Est-ce que chez les rois, ça du coup je me souviens un peu plus bien, c'est l'aînesse qui fonctionne, c'est ça? Voilà, je sais pas. Se plonger dans les... Ouais, enfin là je sais pas. Dans les histoires, je sais pas. Oui, là, au niveau c'est quand même assez faible, au niveau de l'intervention sur ces passages-là, de l'aspect purement économique, aussi la guerre, page 231, la guerre extrémiste à des fins de pillage et de mise en esclavage, accumulation primitive, donc toujours cette accumulation primitive apparemment liée à l'esclavage, aux conquêtes finalement, se complique en guerre de conquête des conditions géopolitiques du monopole des échanges. Voilà. Après, donc, c'est le monopole des échanges qui prend le relais finalement d'une guerre simplement exterministe pour piller donc, et capturer des esclaves. Oui, mais sur la durée, enfin effectivement, l'Empire romain, donc il tient longtemps quand même avec ça, donc il ne va pas faire que piller.
il y a la gestion, comme tu dis, donc d'un droit, il y a un droit qui permet que ça perdure, quoi. Parce que sinon, à 2 générations, c'est fini, il faut recommencer, si je comprends bien. Ça, c'est la partie expansionniste, mais... Ça, il le dit, je crois, parce que aussi le principe d'un empire, c'est qu'il tend à devenir universel, c'est-à-dire qu'il s'expand, mais les territoires conquis et ceux qui y habitent sont intégrés dans l'empire, du coup. Il y a un principe universel dans l'empire. Je crois qu'il en parle à un moment donné. Oui, il a parlé Entre les cités, ouais, l'empire et les cités, mais alors, enfin, les effondrements d'empire qui sont à un moment de trop d'expansion, enfin, ça, il y a des rétrécissements, enfin, il y a... Non, je sais pas, il a parlé un peu avant de ça, mais donc il avait l'air de dire que sur ce qui concerne les cités antiques, etc., c'était plutôt que la logique de la production, comme elle sera connue après dans la féodalité, où finalement on avait la mise en valeur de territoires entiers de l'Europe, etc. Là, c'était une problématique de bouche à nourrir, quoi, les cités, et puis la périphérie qui est long, et donc il y a les rudiments, mais pas encore vraiment de véritable logique de la production qui mettent en valeur le territoire à ce moment-là. Mais je sais pas, là, pour le coup, il n'en parle pas beaucoup. On a l'impression que c'est effectivement, c'est quand même pas mal le système de la parenté qui travaille finalement toute cette société là, sur le... Et puis le modèle tributaire aussi de la religion, du coup. C'est-à-dire, Dieu le Père, le Fils et la Vierge, quoi. Ah, tu veux dire, oui, la famille de... Oui, là, c'était... Le système trinitaire qui apparaît enfin, au bout de... Ouais. Comme... Non, je sais pas. je sais pas, j'ai fait une projection, là, mais Ouais. Là, il l'a fait pas, il est pas vraiment... peut-être moi, hein. Il dit que ça se rétrécit, quoi, comme peau de chagrin, donc... Jusqu'au au noyau... Noyau, à mesure que la décomposition est totale et voilà, une endogamie avec carrément l'inceste, Oui, voilà. etc. Enfin, ça c'est vrai que c'est des lieux communs, voilà, qu'on connaît, quoi, déjà, effectivement, dans ces sociétés-là, bon, le pouvoir était tellement étroit et que la suspicion était tellement grande que finalement, il finissait par se reproduire par des relations incestueuses, quoi, hein, donc, ça c'est connu, quoi. Donc si c'est connu, c'est qu'il y avoir un peu une réalité quand même intrinsèque, mais là pour le coup, après, bon, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien comment ça passe du père de famille, du chef de famille, comment que ça monte après. Je ne vois pas.
c'est à un moment donné, enfin, c'est la course au pouvoir tyrannique en fait qui fait. La course au pouvoir tyrannique s'organise selon cette loi. C'est le plus tyrannique qui l'emporte. C'est la famille qui a le plus tyrannisé, mais qui s'est aussi le plus tyrannisé. Ah ouais, on a l'impression que c'est C'est-à-dire que dans la compétition entre tous les chefs de famille, celle qui va devenir dynastique, c'est celle qui aura été, qui aura le mieux manigancé, le mieux comploté, etc. C'est ce qu'il semble dire dans son passage. D'ailleurs, c'était assez intéressant, je trouvais. C'est un peu comme le politburo, quoi. Politburo. Non, mais je dis ça en rigolant, mais finalement... Mais c'est vrai que moi, ça me faisait penser à... Bon, c'est la pièce que je connais qui m'est revenue, mais à Macbeth, par c'est exemple. marrant, c'est que je l'ai vu cette semaine, et c'est exactement ça. Ah ouais. Exactement ça. Alors peut-être pas dans tous les... Puis, Ouais. puis on arrive au stade terminal, justement, on n'a pas toutes les intrigues de génération en génération, voilà, des intrigues dynastiques, etc. Mais Il le dit, on arrive au stade suprême, avec la paranoïa suprême. C'est ça. Il le dit, c'est le théâtre qui a exposé cette thématique. Et donc, s'il a exposé, c'est que le pathos. Oui, quand il parle du matriciel pathos, c'est devait ça. pas être, devait être effectif, quoi. Sans doute. Quoi. Mm. Voilà. Étrange pour arriver de partir de la praxis pour en arriver là. J'ai perdu. Tu peux analyser le système Macron. Ah oui, non, mais ça oui, mais ça va peut-être. On va rester retourner en rond, on va jusqu'à l'entropie. Présidentialisme. Là, on va attendre une répétition permanente là, de la situation. Là. Oui. Mais c'est pas le seul moment, si tu veux, dans le livre de Ah non, mais je fais ça, mais du coup, on a l'impression d'arriver à l'impasse qu'il faut fluoriser. Est-ce que vous avez... Si je peux faire une métaphore physique, la luminescence, c'est une énergie qui produit une autre énergie. Oui, c'est vrai. Il y a une transition de phase. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'on va approcher la fin? Je ne sais pas, parce que je ne parle pas de la fin de ce soir. Parce que je pense que ce passage, on peut approfondir telle ou telle partie du texte, mais il prolonge ce qu'on a vu auparavant. L'Empire, c'est en fait l'exacerbation d'une tendance qui est la tendance de l'entropie du système de parenté, ce qui est un éclairage par la superstructure du phénomène impérial ancien, là encore, dont les bases matérielles sont assez largement absentes. Ah oui, c'est ça. Oui, quand même. Assez largement absentes. C'est sûr que... Après, je pense que ce qui serait... Peut-être qu'il n'en parle pas assez, je ne sais pas s'il l'évoque vraiment ou pas, mais effectivement, ce qui pourrait être une explication de toutes ces transformations, c'est l'apparition des surplus et la logique de l'accumulation qui ferait tendre à disparaître ce qui est au départ un système qui se répète et qui est assez égalitaire. Dès qu'apparaissent des surplus et la possibilité que certains en aient plus que d'autres, alors le système de la parenté où l'infrastructure et la superstructure sont la même chose,
se délite, et du coup ça amène des développements, des transformations. Ce qui est sûr, c'est que bon, ça ne fait pas beaucoup de pages non plus. Hein. On est dans les trentaines de pages. Depuis le début, ça fait 200 pages. 215 à la page 240, une trentaine de pages. Bon, c'est sûr que par exemple, là, sur la période qui va du tribalisme à l'Empire, il sera beaucoup plus conséquent dans les traits de code, où là il va montrer effectivement la système de la parenté, mais aussi l'infrastructure, enfin, les fiefs, les manches, comment la mise en valeur du territoire par le système de la féodalité, etc. Donc là, il va être beaucoup plus prolixe dans le tel code. Bon, mais il y a 500 pages. Là, en 30 pages, bon, on ne peut pas non plus balayer tout. Bon, peut-être pas, il faut dire qu'il a passé aussi 10 ans sur les traits de code. Et bon, peut-être. C'est la fin, moi je vais passer le dernier livre, donc il y a quand même une conclusion par rapport à ça. Ouais, c'est ça, mais bon, c'est vrai qu'on peut rester un peu sur sa fin au niveau de la dimension économique qui peut-être n'est pas vraiment là pour le coup traité assez abondamment, quoi, c'est possible, mais bon. Moi, je dois avouer que ça me gêne un peu quand même, parce que pour moi, justement, analyser les rapports de production, la façon dont ces rapports de production évoluent, et comment la technique va aussi bouleverser le mode de production, etc. Moi, je vois ça un peu comme une façon justement de dépassionner énormément l'analyse historique, romanesque des choses. Et je vois ça un peu comme une forme de... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends, c'est comme ça que je suis au marxisme, quoi. Comprendre permet justement de pas... En fait, c'est un petit peu le ferment contre l'idéologie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une appréhension des choses avec des formes qui sont idéologiques, en fait, on idéalise des choses, et quand on veut aborder un problème, on le croit, on le pense pas, quoi. Et effectivement, je dis ça, après ça vaut ce que ça vaut, mais je pense qu'avec une méthodologie critique comme celle-là, qui se pose comme étant les fondements ontologiques du marxisme, et qui nous fait une analytique du pouvoir, alors là il y a une rhétorique un peu à la Machiavel, tu parlais de Shakespeare, etc. Effectivement, hein, et d'ailleurs il dit très bien que le théâtre est ce qui a le mieux thématisé ces choses-là. Je pense que Kluskar, alors c'est pas forcément de sa faute, encore une fois, t'as raison, je pense que c'était un mec bienfaisant, communiste et tout, mais je pense qu'avec ce genre de lecture-là du monde, il a ouvert un peu la porte à ces récupérations d'extrême droite. Voilà. Parce qu'effectivement, bah oui, le tyrannique est une nécessité d'ordre historique et dialectique. C'est une dimension relationnelle obligée, comme le mariage arrangé, qui n'est que le soubassement du tyrannique, un moyen certes essentiel. La forme tyrannique, en son extension et compréhension, se développe bien au-delà de la stratégie maritale. C'est toute la superstructure de la système antique qui s'édifie d'une façon despotique. La hiérarchie de classe elle-même se reconstitue selon cet autoritarisme à partir de la contrainte généralisée du mariage arrangé. On peut le voir comme une simple analytique. Alors, auquel cas, dans ces cas-là, c'est une analytique qui n'est pas marxiste, mais qui est une analytique, une proposition de compréhension. Mais je pense que du coup, les récupérations sont beaucoup plus faciles de ce point de vue. Enfin, alors là, c'est comme tu dis, c'est de la récupération biaisée, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose de porte ouverte. C'est pas quelque chose d'axiologique, c'est quelque chose, pour essayer de montrer une logique du système de la parenté à l'œuvre dans la cité antique et l'Empire. Et bon, c'est vrai qu'il montre qu'il sort l'opérateur du tyrannique comme quelque chose qui serait transversal, quoi, à toute cette période-là, et de la base au sommet, quoi. Ceci dit, bon, c'est pas pour ça évidemment, qu'il en tire des conclusions morales ou éthiques, comme quoi le truc,
c'est un peu comme l'histoire de la guerre, quoi. Bon, effectivement, c'est pas parce qu'il le montre comme quelque chose, comme un opérateur logique au niveau de la société, même si elle a vertu de pacificatrice. C'est paradoxalement la guerre en question a vertu à passer d'un ensemble de tribus qui se foutent sur la gueule à une cité antique, à la Pax Romana en dernière analyse. Donc, faut pas non plus, si tu veux. Après que certains axiologisent ça et le retournent, bon, c'est possible, mais faut pas. Bon, le but était loin d'être celui-ci, quoi. Le but n'est pas celui-là, c'est évident, mais ça ouvre les lieux à des conceptions gnoséologiques, si tu veux, de l'histoire, que tu le veuilles ou non, comme elles sont, et on revient toujours au même débat, mais comme elles sont très peu matérialistes et qu'elles polarisent énormément les choses sur le code, et en faisant finalement une analyse scientifique, quoi, hein. Kluskar c'est un scientifique, mais je veux dire une analyse scientifique de l'idéologie telle qu'elle est elle-même promue par les gens qui sont les empereurs de cette époque-là, qui seront, je sais pas moi, le chef de famille, etc. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire que, justement, en analysant les rapports de propriété, l'accumulation, ces choses-là, que de consacrer ces choses-là et à dire des choses comme ce que j'ai lu, c'est bien la victoire, ce fondement de l'économie politique primitive et antique, qui décide du commun commencement et développement réciproque de l'Empire, de l'économie politique, du pouvoir de caste qui leur confère la légitimité de la victoire. Ce mouvement du développement, le moment du développement, la victoire d'une cité sur une autre, est celui de la nécessité de l'universalité, de son cheminement matériel phénoménologique. Là, pour moi, on est quasiment on n'est pas chez Marx, on est chez Hegel, mais de droite. C'est-à-dire le Hegel qui dit que tout était dans tout, et qu'est-ce qui doit arriver arrive. C'est le contraire même d'une position. En plus, ça empêche la praxis. Parce que du coup, l'idée même d'une réflexivité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que je dis. Après, je le lance là parce que ce passage-là a un registre de langage en plus qui est très différent du reste. Et paradoxalement, il est clair. Et là-dedans, autant on se dispute parfois sur le fait de savoir qu'il y a des endroits où il n'y a pas de praxis, on n'est pas dans la philosophie de la praxis. Mais là-dessus, encore moins, quoi. C'est-à-dire que là, pour moi, n'importe quelle personne peut écrire ça, finalement. Là, il s'agit juste de mettre en forme un peu. C'est le. Je sais pas, je suis un peu surpris de ce passage-là ici. Je l'ai déjà c'est vrai qu'il est un peu. Mais bon. Il est dans la phénoménologie de la praxis aussi. Bon, là, il décrit des périodes où on ne présupposait pas une volonté émancipatrice marxiste à ce moment-là. Non, bien sûr. Disons, tu traverses des périodes qui sont révolues et il est dans la phénoménologie de ce truc-là, un peu comme Hegel était dans la phénoménologie de l'esprit, donc il explique les différentes étapes de ces mouvements et qui passent par des stades qui ne sont pas forcément effectivement d'un point de vue aujourd'hui la bienséance forcément tout à fait canonique, quoi. Bon, alors effectivement ça peut choquer, mais c'est pas il les montre comme étape phénoménologique d'un processus historique sur la longue durée, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement il les propose comme modèle. C'est comme quand il fait je crois qu'il y a un bouquin qui n'est pas encore sorti de lui qui s'appellerait La refondation féodale. Bon, ça ne veut pas dire pour ça que ce soit une proposition de refonder la féodalité aujourd'hui, quoi. Tu veux dire tu veux sortir un autre bouquin de Kluskar? Oui, il y en a un autre, c'est un dernier bouquin qui s'appelle La refondation féodale, qui n'est pas encore dans ma tête.
mais il explique, si tu veux, bon, à un moment donné, bon, que De quelle année? là, à peu près contemporain au chemin de la praxis, quoi. Donc qui doit être à peu près de la taille, un peu moins, quoi. Mais donc, ce qui ne veut pas dire qu'il appelle un renouveau féodal aujourd'hui, quoi, tu vois. Enfin, Non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. alors que je peut-être dis. alors, peut-être après coup que ce soit repris par d'autres, voilà, ça c'est bon, bah c'est du malheureusement tout peut arriver effectivement. Bon, est-ce que ça s'y prête spécialement? Je sais pas. Bon, c'est quand même un passage assez même, quand même, hein. Moi, je pense que le gros, si tu veux, du bouquin, quand même, c'est sur la centralité du procès de production, quoi, hein. Donc, qui se prête assez difficilement à la récupération par quelque droite que ce soit. Ah, tu sais. La- Mais tu sais, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu sais, la droite, c'est pas les exploitants et la gauche, le travail, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu sais, dans les camps de concentration, t'avais marqué Arbeit macht frei, hein. C'était pas non plus pour rien, quoi. Alors on peut dire que c'était peut-être vraiment Oui, horrible, parce parce qu'il y avait des choses. parce là-dedans. qu'il y avait l'Union soviétique à côté qui voulait. Puis tu sais, regarde, oui, c'est vrai, mais tu sais que liquider l'Union soviétique et la Tu sais preuve que qu'ils ont fait. hier je disais ça comme ça aussi, mais je fêtais l'anniversaire de quelqu'un dans un bar, il y avait deux Italiennes avec qui on parlait des gilets jaunes, et justement de l'histoire qu'il y a eu avec l'Italie, là, parce que t'as un type là qui est venu dire coucou aux gilets jaunes, du coup, croire, enfin, il y a des problèmes politiques, etc. C'est pas tous les- c'est- Et on en est venu à parler du fascisme, des trucs comme ça, pourquoi en Italie. Elle, en gros, ce qu'elle me disait, c'était dans 5 ans, on aura un gouvernement comme en Italie, avec 5 étoiles et les gars, parce que les gilets jaunes vont se faire récupérer par le Front National, et donc du coup, bah, en fait, les gilets jaunes vont jouer le rôle du mouvement 5 étoiles en Italie. Enfin, moi, je pense pas que ce soit ça, mais en tout cas, c'était pas bête de penser les choses comme ça, quoi. Et on en est arrivé à parler du fascisme, et là, en fait, elles étaient toutes les deux. Il y en avait une des deux qui disait de toute façon, la Lega, c'est le fascisme. La Ligue du Nord italienne, c'est des fascistes. Et l'autre en face lui disait très justement, s'engueulait en italien et tout, quoi, c'était mais non, mais c'est pas vrai, quoi. Tu peux dire qu'ils sont d'extrême droite, tu peux dire que c'est des populistes de droite, mais le fascisme, il a une composante de gauche, quoi. Il y a une exacerbation de la valeur du travail, on va réindustrialiser le pays, enfin, il y a quelque chose de l'ordre vraiment d'un truc. Enfin, Surtout en Italie. oui, c'est ce que j'allais dire, surtout en Italie, c'est pas le franquisme ultra-catholique, c'est pas Salazar, c'est pas. Tu vois. C'est Mussolini, quoi. Bon, voilà. Ouais, mais bon, c'est quand même un phénomène, tu vois. Mais Mussolini, il est apparu, il n'est pas apparu, il n'est pas sorti du chapeau, il est apparu après 17, hein, après qu'il y a l'Union soviétique, quoi, c'est tout, quoi. Alors, Ouais, enfin, il venait du socialisme, enfin, c'est pas Hitler, hein, c'est pas Hitler. c'est avant, hein. C'était quand même des. Moi, tu as les futuristes italiens qui commencent déjà à théoriser dans 1905. D'accord, mais ils ne sont pas au pouvoir. Non, mais bon, il y a quand même, ça vient pas de. Tu dis que ça vient pas de. Non, je veux dire que des figures comme ça soient promues par la bourgeoisie, Alors, ça, c'est autre chose. comme Hitler également, le Front plutôt Ça, Hitler, c'est le autre Front chose. populaire, etc. En France, bon, c'est pas neutre, quoi. Enfin, en ce moment, les gilets jaunes, ils sont pas promus par le capital. Non, bah, je sais pas, enfin, moi, là-dessus... Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il Enfin, n'y a plus ouais. l'Union En soviétique. tout cas, Ce qui est sûr, par c'est qu'il n'y a rapport plus l'Union à soviétique, l'analyse quoi. qu'on pourrait transposer maintenant, je pense pas qu'on en soit. Il y a peut-être des similitudes, mais. Non, oui, bah, c'est tabou. Bon, ouais, enfin, là, on peut pas... C'est un truc... Il y a des choses qui sont assez différentes. Non, mais. Et, est-ce que non, mais vas-y. Non, mais je voulais rien dire de plus, mais c'était juste. Enfin, je voulais juste dire que ça me. Comment une ontologisation du travail à laquelle opère Kluskar, qu'opère Kluskar là-dedans, sans véritablement qu'on arrive d'ailleurs à différencier là-dedans praxis, travail, activité, parce que on n'est pas en train de faire de la critique de l'économie politique là-dedans, donc en fait on joue un peu sur la polysémie des termes dans le langage courant, mais du coup pour préciser les choses c'est compliqué. Cette polysémie-là, associée à des analyses comme ça, est un peu ambiguë. Alors elle n'est pas ambiguë, elle est pas perverse, elle n'est pas posée par des individus à un mec qui aurait été fasciste ni quoi que ce soit, j'accuse de rien, puisque c'est un brave type qui a fait ce qu'il a pu, hein, et qui n'a pas été aidé à mon avis. Mais
lu comme ça, de façon à peu près neutre, je pense qu'il ne faut pas se priver de le soulever, quoi. Non, on est là pour ça. Oui, mais tout à fait, mais c'est pour ça que je me permets de le faire, parce qu'en plus on arrive à en parler, on s'écoute et tout, donc il n'y a pas de problème, mais je comprends pas tellement... En plus, c'est toujours pareil, quoi. Il y a une façon d'exporter dans ce milieu-là, je pense, des conceptions... des conceptions comme le... Enfin là, il y a un côté pouvoir, quoi. Parce que le pouvoir, là, on a une espèce de truc un peu psychologique sur le pouvoir. Enfin, ça me rappelle des passages de Debord dans la société du spectacle sur les apparatchiks staliniens, où il dit, bah oui, mais en fait, tu prends le pouvoir comme ça, tu deviens forcément parano, et puis à la fin, tu surréagis à la réalité, alors qu'elle te dit rien, tu l'imagines être en permanence amené à vouloir te destituer. Je ne sais pas forcément si le tyran romain avait à lui-même sa propre conscience. Enfin, c'est comme sur l'angoisse, quand il drop l'angoisse à la Heidegger sur Louvenet. Il y a un côté... c'est un peu hors contexte, quoi. Ça me paraît pas très immanent comme analyse, quoi. Alors oui, c'est vrai que c'est court, il n'y a pas beaucoup de temps, hein, ni d'espace de texte, mais bon, c'est quand même... En lisant la lettre aux communistes, que j'ai lue récemment, je me suis... alors bon, dans ce texte-là... Tout à fait 76. 76. C'est un texte étonnant, parce que c'est un texte où il s'adresse aux communistes, et principalement aux militants communistes. Oui. Pour leur dire deux choses. Je suis avec vous, un, et deux, je n'adhère pas. Et pour réussir à le dire, il dresse une critique de la modernité et du rapport du Parti communiste à cette modernité, d'une certaine façon. J'entends la modernité philosophique. Hein. Oui. Je l'ai dit l'autre jour, à mon avis, moi jusqu'à présent, c'est là que j'ai lu la critique la plus claire d'Althusser par Kluskar, par exemple. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans la philosophie, on n'est pas... il parle aussi du rôle de la philosophie, etc. Mais finalement, en le disant, je me suis dit, il faudrait essayer de comprendre quand même quelles sont les idées politiques de Kluskar. Qu'est-ce qu'il veut dire politiquement? On est dans... Alors, c'est pas vrai que pour Kluskar, hein, c'est quelque chose que je ressens fortement quand je discute avec un tas de gens, qui sont en général des gens de gauche, parce que j'en connais pas beaucoup de droite, j'en connais, mais pas beaucoup, sur les questions de la démocratie ou pas, par exemple. Comment on voit le projet du futur? Je sais pas, il dit... Tu vois, Il y a au sein... dans ce public de gauche-là, il n'y a pas d'idée très claire sur la nature du rapport social politique qu'on peut développer dans une société anticapitaliste, par exemple. Et on revient au débat sur tyrannie, démocratie, marxisme autoritaire, marxisme libertaire, etc. Assez vite. Sans que pour autant les enjeux de cette discussion soient clairement posés sur la table. Et c'est pas facile de les poser sur la table. Non, parce que c'est l'ordre de l'idéologie, ça veut dire que tu peux par exemple, immédiatement que tu vas essayer d'envisager les problématiques de centralisation, ou pas du tout, ça pose un problème qui est un problème de base en fait que la République de Platon aurait pu nous permettre de poser, c'est que quand dans les 4 régimes qu'il identifie, oligarchie, tyrannie, démocratie et aristocratie, il faut oublier que chez Platon l'aristocratie c'est le pouvoir des plus forts, la démocratie c'est le pouvoir de tout le monde. La question qui est de base qui se pose c'est, oui c'est vrai, on peut faire, d'ailleurs Platon le fait, il dit bah, le problème c'est bien un pouvoir des meilleurs, mais les meilleurs ils ont aussi intérêt, et donc du coup il faut satisfaire leur intérêt en utilisant le pouvoir qu'on leur a consacré. Oui, mais sur des enjeux de société concrets, moi il y a des fois où je me pose la question de savoir si j'ai envie de donner l'égal pouvoir à tout le monde, quoi.
Parce que sur des enjeux de science, sur des enjeux même de sécurité et de tout ça, enfin, je veux dire, Je pense que Kluskar, évident. si tu veux, pour répondre un peu à ta question, là, en fait, je sais qu'il disait souvent, en fait, on est déjà dans le communisme, mais on ne s'en rend pas compte. Parce que production de série, consommation de masse, il suffirait finalement d'actualiser, si tu veux. En fait, il y a très peu de... Il y aurait à mon sens, c'est ce qu'il voulait dire, c'est que tous les ingrédients sont là, quoi. Il y aurait plus qu'à, quoi. Tout est dans le... Il n'y aurait plus qu'à. Oui, Mais le truc, je sais pas, tu peux penser que des gens comme les Gilets jaunes, par exemple, tu vois la problématique, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont... ils sont producteurs, mais ils ne consomment pas, quoi. Donc, il n'y a aucune organisation politique pour recevoir leur doléance, en gros, quoi. Bon, alors, là, excuse-moi, j'en ai croisé beaucoup, donc on va... oui, donc ils ne consomment pas. Là, tu fais un schéma qui te permet de te glisser au milieu, et vraiment au milieu. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, par exemple, être décroissants, tout simplement. Qui ne savent pas être décroissants, qui ne savent pas... qui n'ont pas... Oscar était franchement contre la décroissance. Ouais, mais peu importe, c'est pas la question. Mais tous ces gens, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui fonctionnent dans la... qui sont des mecs de RSA, qui sont parfaitement... qui ont un temps où ils ont le temps de lire, ils ont le temps d'échanger, qui ont déjà une praxis intellectuelle qui est beaucoup plus élevée que d'un type qui est arrivé et qui a gueulé contre le prix du gasoil au départ, et qui en 2 mois... Ils discutent ensemble. En 2 mois, se sont échangés des points de vue, etc. Sur les ronds-points. Parce que là, vous parlez effectivement de la question de la démocratie et de leur laisser la démocratie, entre guillemets. Mais là, ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a une circulation d'informations très très rapide, quoi. Très rapide. Et puis peut-être que les gens ne peuvent pas assimiler une vitesse de conscience aussi rapide jusqu'à un seuil, je sais pas moi, après avoir lu tout Marx ou je ne sais quoi. Ça se fait pas en 2 mois. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais moi, ce qui me pose problème, si tu veux, dans le fait de dire, comme tu dis, Edmond, que le communisme, il est déjà là, mais on ne le sait pas encore, et que surtout, il y a déjà les moyens pour le communisme, moi, ça me pose un gros problème, hein, parce que je te rappelle quand même que l'essentiel de notre économie et des biens qui sont produits, aujourd'hui, c'est de la pub et c'est du matériel militaire. Hein. Donc, on produit quoi? C'est bien de produire, mais c'est produire quoi? Et puis, qui décide d'ailleurs en vélo aussi. Mais disons que, non, mais ça c'est clair qu'au niveau de la production, il y a un tas de productions tout à fait propres au capitalisme. Bon, ben, ça c'est évident, quoi. Et puis également de produits qui sont créés pour durer, l'obsolescence programmée, etc., et la guerre, etc. Bon, ça c'est clair. Enfin, le Kluskar de 1976 dit que le communisme est déjà là et qu'on ne le sait pas. Mais en 1976, la classe ouvrière en France, elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Non, il ne disait pas ça en 1976, moi je l'ai connu en 2000. Il disait ça aussi. En 2000, oui, il disait souvent ça, parce que, si tu veux, il était estomaqué quand il rentrait dans un supermarché, quoi, parce qu'il voyait toute tous ces produits, etc. Il dit que la consommation de masse est acquis, c'est acquis. Donc il suffirait de changer les propriétaires des moyens de production et de distribution. Tu veux dire la production de masse plutôt? La production de masse et la consommation. La consommation aussi. Bon, la consommation maintenant, elle est dans les supermarchés. Tout le monde, effectivement, à condition effectivement d'avoir des ronds, hein, un peu. Production de série, consommation de masse.
la logique de la production, si tu veux, elle est arrivée à un point, si tu veux, on n'est pas à la féodalité où il fallait défricher tout le parcours, tout le territoire, on n'est pas non plus à l'émergence de la bourgeoisie où il fallait industrialiser, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation de mondialisation assez généralisée avec tous les effets tout à fait collatéraux détestables. Néanmoins, bon, effectivement, la logique de la production est arrivée à un point où on peut se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Donc, bon, son truc du Parlement, du travailleur collectif, etc., avec toutes les réserves qu'on peut imaginer, bon, ça allait un petit peu dans ce sens-là, mais effectivement, également que Le travailleur collectif, il est en panne, le travailleur collectif. Quel est le travailleur collectif? D'abord, il est en panne parce que la production s'est évaporée largement du secteur, et puis ensuite il est en panne parce que les relations sociales dans le travail, elles sont reformatées à l'aune de la concurrence interindividuelle. Moi j'ai connu au début que quand j'étais gamin, que je commençais à militer à la CGT, j'ai connu des collectifs ouvriers qui étaient politisés. Il n'y en avait pas partout, hein, mais il y en avait, notamment dans certaines branches de l'industrie. Et là, on pouvait parler d'un collectif politique. On pouvait parler. D'ailleurs, il y avait des désaccords, etc. Il y avait, parce que quand je dis ça, je ne dis pas uniquement les syndicats de la CGT, mais les collectifs ouvriers dans les boîtes. Il y avait 3 syndicats, ça parlait politique. Et ça rejoignait la problématique du beefsteak, mais pas uniquement. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est plus le cas partout, je ne dirais pas ça, mais ça a reculé vachement. Hein. Dans certaines branches, ça a même. Et il y a des branches qui n'existent plus aussi, accessoirement ou pratiquement plus. Tu avais aussi une sorte d'aristocratie ouvrière politisée qui faisait vivre ça. Aujourd'hui, elle est en retraite, l'aristocratie ouvrière politisée, il y en a beaucoup. Hein. Mais moi, je suis d'accord avec Louskar, le communisme est déjà là, mais il est déjà là sous la forme d'un mouvement, pas sous la forme Oui, parce que tu lis l'idéologie allemande et tu vois que c'est le mouvement réel d'abolition de l'état de Mais bien sûr, dictature. oui. Mais Je suis pas sûr que ce soit l'état de ce que les Non, c'est pas ce qui se dit là. C'est pas le communisme, c'est pas la consommation de masse, c'est la production de masse. Comment ? De série. De série, si tu veux. En même temps, il faudra la consommation de masse et production en série pour répondre aux besoins des masses, si je peux dire. De toute façon, il faudra y faire face, sinon le communisme va être un nouvel échec. Il faudra bien filer à bouffer, soigner les gens, les loger, etc. Peut-être un peu moins distribuer de portables à crédit dans les supermarchés, et puis de revenir sur les fondamentaux. Mais sous la forme de ce mouvement-là, c'est pour ça que, par exemple, moi, les Gilets jaunes, alors, bien sûr, on peut faire toutes les analyses qu'on veut sur le côté totalement bigarré et brownien de ce truc. On est tout à fait d'accord, j'en connais quelques-uns, ils ne se ressemblent pas tous les uns avec les autres. Hein. C'est pas l'uniforme. Hein. Il y a que vraiment l'uniforme, c'est le gilet jaune. Mais une fois qu'il l'a retrouvé, t'as une diversité incroyable de gens, quoi. J'ai même un avocat qui habite pas loin de chez moi, qui est gilet jaune. C'est très intéressant de discuter avec lui, il explique pourquoi il est gilet jaune. Lui, c'est simple, il a une lecture de... Il ne le sait pas, mais il a une lecture de classe de la justice. Mais il ne le sait pas, il n'a aucune formation marxiste, il a fait du droit à Jussieu. Et je dis, putain, ça peut plus durer comme ça. Aujourd'hui, l'accès à la justice, c'est une affaire de pognon. Voilà. Donc si c'est une affaire de pognon, il n'y a plus de démocratie. Voilà. Mais ça, c'est un raisonnement éminemment politique. Ça fait partie du mouvement d'abolition. Tout ce qui permet de faire comprendre ces choses-là, de les expliquer, de les partager, ça fait partie du mouvement d'abolition. Donc les Gilets jaunes, c'est à la fois, pour moi, l'expression d'une crise, évidemment. Je pense quand même que dans l'immensité des discours qu'on entend de la part des Gilets jaunes et leur côté contradictoire, il y a quand même des choses qui ressortent qui sont de nature, enfin, qui signifient quelque chose en termes de remise en cause du système. Et ça, c'est fondamental. Voilà.
Non pas parce qu'il y a une volonté de remise en cause très explicite du système, mais parce que les contradictions qui sont exprimées ne peuvent se régler que dans un autre système que celui-là. C'est ça. Et ça, c'est fondamental. Et puis à côté de ça, il y a une place pour des expressions qui sont des expressions qu'aujourd'hui, le système politique tel qu'il est ne relaye pas. Ah bah non, mais ça, oui. Il ne relaye pas. Non, c'est quand même un espace de discussion, comme ces ronds-points. Là, cette semaine, j'ai eu une discussion avec les gars d'un syndicat qui est alors, c'est pas la CGT, c'est des gens des faux, mais gauchos des faux. Hein, les gauchistes des faux. Pas l'embertisme, mais des mecs qui sont... je sais pas s'ils sont l'embertistes, mais c'est vraiment, tu vois, la branche rouge de plus rouge. D'ailleurs, leur critique, elle est de gauche. Et donc, on a eu une discussion avec eux, et ils ont une position qui est une position surplombante par rapport aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est pas nous, que ça va n'importe où, c'est noyauté par la droite, etc., noyauté par l'extrême droite, ils vont se faire ratatiner la gueule par Macron. S'ils balancent ça dans les boîtes, je comprends qu'ils ont une lutte qui risque de se produire dans les boîtes. Hein. Parce que je leur ai dit, vous savez, il vaudrait peut-être mieux quand même essayer d'avoir une analyse un peu plus lucide, non pas positif pour être positif, il faut tenir compte de tout, des contradictions qu'il y a dedans, elles sont énormes, mais en tirer un contenu politique qui soit un contenu politique qu'on puisse travailler derrière le boulot tous les jours, quoi. Ça c'est le côté marginal de la mais c'est quand même, j'ai entendu ça aussi au début de la part de certains syndicats CGT, qui avaient le même discours. Ouais, bon, okay. Comme si leur univers en voie de compression allait changer à lui seul l'ordre du monde. Moi je me rappelle quand au tout début j'avais un des meilleurs amis qui est CGTiste, il avait des réunions syndicales et puis ce qu'on lui a sorti au début des Gilets jaunes, et pas tout au début, hein, ça fait déjà bien un mois que ça s'était lancé. C'était les mecs qui disaient oh ils nous cassent les couilles, on les a pas entendus pendant la loi de travail, ils nous font chier, ils viennent trop tard. Je dis non mais d'accord mais très bien, dans ces cas-là on peut tout de suite enterrer l'âge de guerre, quoi, c'est terminé. Je veux dire, on n'en tirera rien quoi, de se commenter comme ça. En même temps, je peux comprendre la frustration parfois de gens, parce qu'il y a un côté un peu anti-politique, anti-tout là-dedans, il y a un côté un peu anti-syndicat, un peu anti-parti, donc toi, quand tu es là, il y a un côté, quand tu les vois avec leur RIC, je comprends que les mecs sont un peu sidérés et disent, pour moi, c'est un canular, ça. C'est un canular, voilà, que ce soit un peu le niveau zéro de la politique, mais en même temps, je veux dire, tu peux pas non plus leur donner entièrement tort, dans le sens où, voilà, oui, bah, le recasage de Thierry Le Pan, ou de je ne sais qui à la CGT, les trahisons du PC, je veux dire, il y en a qui les ont vécues, hein, tu vois, faut pas non plus... Ah non, mais c'est vrai. Même des mecs de la CGT parfois te disent ouais, on sait que c'est des connards là-haut, mais faut pas le dire, quoi. Ils sont dans les syndicats et puis ce serait les premiers à te le dire. Moi, oui, parce que les syndicats sont des féodalités et qu'elles sont aussi des féodalités. Et il y a une reproduction de l'élite avec une homogénéité idéologique qui est absolument creuse en termes politiques, mais tout centré sur le pouvoir, la carrière. Là aussi, il y a du décapage nécessaire. Hein.